Donc pour aujourd'hui, en tout cas, je voulais continuer un peu sur cette thématique des classes sociales directement et surtout sur toujours la question disparition ou pas de ces classes sociales. Et puis alors la semaine prochaine, soit les obstacles à la mobilisation, j'ai pas encore décidé, soit un truc un peu sur Pierre Bourdieu, puis après je pense que ça serait bien que d'autres proposent des sujets. Moi j'en aurais fait déjà suffisamment. Donc voilà, je vous présente un truc, j'ai besoin de la feuille là pour le coup. Parmi les théories, hein, donc pour aujourd'hui, je voulais montrer qu'il y a des théories. Alors il y a plein de théories évidemment sociologiques, on ne va pas les étudier toutes et ça n'a pas d'intérêt pour nous. Mais je vais en isoler au moins deux grandes familles. Et enfin surtout en traiter d'une, peut-être pas les deux ce soir, parce que sinon ça fait un peu complet. Alors le truc, ça s'appelle donc le retour des classes sociales. Donc j'en avais parlé, je crois, un petit peu déjà la semaine dernière. C'est un auteur qui s'appelle Louis Chauvel. Donc c'est un sociologue français contemporain là, qui travaille à Sciences Po, bon voilà, donc il est assez réputé. Et donc en fait il présente un diagramme historique comme ça, avec deux axes. Comme ça, alors ici l'identité. Et ici, salut, les inégalités. Et voilà, il va nous montrer, il va faire un petit chemin historique que je vais reproduire dans les grandes lignes. Donc là, plus on est élevé sur cet axe, plus les inégalités, l'identité est forte. Et là, plus on est loin sur cet axe, plus les inégalités sont fortes. Voilà, alors on commence ici, première révolution industrielle à peu près, voilà. On est ici, 1830 à peu près, jusqu'en... Bon, c'est hyper schématique, mais voilà, 1890. Donc tout le courant du 19e ici, ben justement la classe en soi et pour soi, hein, se constitue, comme on l'avait vu chez Marx, hein, donc voilà, progressivement, du fait des fortes inégalités qui existent dans la société, ben, les identités se structurent. On avait dit par exemple hein, que ça avait été très très important dans la constitution de ce prolétariat, ben, d'avoir créé les grandes fabriques hein, dans lesquelles le système capitaliste a concentré ben, des foules comme ça qui allaient devenir la classe ouvrière. Donc voilà, si on regarde vers la fin du 19e, début 20e, la classe ouvrière s'est constituée. Donc on a encore des inégalités qui sont très fortes, mais ça y est, il y a une identité sociale qui, elle, s'est constituée. Alors ensuite, on franchit allègrement pratiquement tout le XXe siècle. Donc là, les inégalités vont se réduire, en particulier parce qu'il va y avoir l'invention de l'État-providence, entre autres. Alors évidemment, il y a plein de... Là, on donne les tendances. Et dans les grands pays développés occidentaux, dans la classe ouvrière, donc les inégalités ont été réduites sensiblement. Par contre, l'identité reste forte. Et là, on descend. Alors, c'est pas proportionnel. On arrive dans les années 80, par contre, l'identité se délite. Et puis, ça y est, les inégalités réexplosent. Et là, on ne sait pas. Il y a plusieurs scénarios possibles. Mais en tout cas, il y a celui du retour des classes sociales. Voilà, alors. Hein, après les années 80, donc maintenant 2020, où on va être où, on ne sait pas exactement. Soit on est bas et ben, on n'a pas beaucoup reconstruit les identités de classe, soit au contraire on est haut et on a des inégalités qui sont croissantes, qui vont en croissant à nouveau, mais avec ou par reconstitution des classes sociales. Donc en fait l'intérêt rapidement du schéma de Chauvel, c'est un auteur quand même contemporain qui reprend des analyses complètement classistes
et mais pense que à terme, voilà, le retour des classes sociales est un des scénarios possibles. En tout cas. Alors, les autres scénarios, c'est soit recomposition, on ne sait pas, soit rien, on ne sait pas, il n'y a rien qui se passe. Les classes n'arrivent pas à se recomposer, hein, donc elles vont se recomposer plus ou moins. Lui pense que ce scénario-là est tout à fait plausible. Hein. Donc, ce qu'on peut retenir de Chauvel rapidement, bon, c'est que c'est contemporain, c'est il reste dans cette veine quand même sociologique forte de toute cette famille de pensée où les classes sociales jouent un rôle vraiment important pour comprendre la société. Et en fait, finalement, il nous dit que le moment qu'on vit actuellement, c'est qu'une période historique particulière, et que ça ne veut pas du tout dire que les classes sociales vont disparaître, mais qu'au contraire, elles vont se reconstituer, selon lui, mécaniquement. Alors, ce qui est évidemment un des points qui a discuté, entre autres, bon, mais c'est il y aurait une espèce de corrélation, mais aussi de causalité entre inégalité et identité. Et c'est peut-être là que le schéma est le plus fragile. Ces inégalités, dans un certain contexte historique et social au XIXe siècle, elles ont bien amené à, puis j'ai dit, cette densité aussi, hein, densité sur des pôles industriels. Bon, ça a donné la classe ouvrière. Est-ce que ces inégalités croissantes vont à nouveau permettre de reconstituer des identités? Moi, je pense que c'est pas aussi mécanique que ça. Hein. Je pense que le contexte historique, culturel, idéologique, il compte aussi, quoi. Mais bon, ça reste intéressant dans la mesure où c'est un auteur, quoi, disons, qui en tout cas, lui, envisage comme tout à fait plausible le retour des classes sociales. Et par certains côtés, je pense aussi que ça peut se recomposer, effectivement, mais alors sous d'autres formes, que effectivement, ce ne sera pas les classes telles qu'on les a connues au XIXe siècle, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais, par exemple, les mouvements sociaux tels qu'on les vit actuellement, et y compris Nuit debout, pour revenir à des choses concrètes, ça pourrait être un des éléments de recomposition peut-être de ces classes sociales. Voilà pour Chauvel. Bon, je sais pas, je crois que j'ai fait assez vite là, non? Donc, identité, c'est au sens identité de classe? Oui, identité de classe. Ouais. Et même les fameuses trois identités, hein, temporelle, culturelle et collective aussi. Ouais. Bon, alors à ce moment-là, pour que ça fasse débat aussi rapidement, présente la thèse inverse, hein, plutôt que le retour des classes sociales, des auteurs, et il y en a un paquet quand même, qui eux insistent surtout alors sur la moyennisation de la société en fait. Hein. La quoi? La moyennisation de la société. C'est bon? C'est le logement? Je veux dire juste le développement des classes moyennes. Donc développement des classes moyennes. Ah oui, pour savoir comment ils sont. Alors eux ils dessinent la société sous une forme un peu comme ça de toupie. Hein. Bon, je vais vraiment super mal dessiner, mais voilà, donc avec au sommet une toute petite élite. Là classe supérieure, là des classes moyennes. Ah non, c'est pas comme ça. Non, des indépendants là. C'est que tu mets là? Non, je vais dire tout. Ouais. Bon voilà, alors en fait, donc c'est une société qu'on pourrait représenter sous la forme d'une toupie, comme dans la toupie, donc l'essentiel du corps social il se trouve au milieu, dans le ventre. Donc en haut, dans la pointe supérieure, il y a des élites, des classes supérieures. Dans la pointe inférieure, donc il y a les exclus. Là, il y a les classes populaires.
Et donc là, il y aurait cette fameuse, alors donc on peut même dessiner plus grosse, peu importe, qui prend vachement de place, ce que ces auteurs appellent la constellation centrale. C'est-à-dire en fait une espèce d'amas comme ça, hein, comme une constellation, quoi, donc des étoiles, des galaxies, etc., qui constitueraient ces fameuses classes moyennes. Et alors à l'intérieur, il y a une forte mobilité, donc voilà, on peut passer assez facilement d'une position à l'autre. Et alors cette constellation centrale, c'est le foyer du changement en plus. Voilà, c'est d'abord c'est là que se retrouve la majorité de la société, et c'est là que se trouve le foyer du changement social. Donc c'est les petits cadres, les professions intermédiaires, les techniciens, etc. Et ces gens-là, donc, alors non seulement ils constituent l'essentiel de la population, ils ont un rôle de leadership culturel, quoi, sont eux qui lancent le mode de vie dominant. Et puis ouais, il y a beaucoup de mouvements entre les groupes, les sous-groupes, les institutions, et puis il y a des possibilités de mobilité sociale. On peut gravir des échelons, on peut descendre, on peut monter, voilà, c'est assez fluide. Au moins au sein de la constellation centrale. Alors les indépendants, ils sont en position comme ça verticale, parce qu'il y en a qui sont bien lotis, puis il y en a d'autres au contraire qui vont être en galère, disons. Donc, c'est un peu, enfin bon, voilà, dans ce schéma, tout réside ici. Et donc la thèse, elle est relativement simple et simpliste, hein, dire voilà, avec depuis les 30 glorieuses, etc., dans les sociétés les plus développées, on a assisté au développement de classes moyennes, qu'on voit aussi aujourd'hui maintenant dans les BRICS, dans les nouveaux pays émergents, etc. Et donc quand on s'enrichit, apparaît progressivement ces classes moyennes, patati patata. Et donc il n'y a plus de conflit de classe en fait aussi, évidemment, puisque vu que tout le monde, peu ou prou, se retrouve dans le ventre de la bête, là, il n'y a pas de conflit entre les dominants et les dominés. Tout le monde est à un moment dans les positions de pouvoir, mais aussi peut être aussi à un moment dominé, peu importe. C'est consensuel, parce que le cœur de la société, il est là, le centre de gravité politique aussi, il est là. Hein, donc le pouvoir, il est là, enfin tout baigne. Bon, ce qu'il a aussi, évidemment, je pense, c'est largement contestable. En haut, les classes supérieures et les élites. Et c'est quoi les Les élites, les plus grosses élites, c'est... les politiques au milieu. Ah non, mais le centre de gravité, ça veut dire que tu te fais élire avec le soutien de ces gens-là. Mais Ah ouais, d'accord. toi, tu es là. Les élites sont là-haut. Alors après, oui, en 81, quand Mitterrand est élu, l'Assemblée nationale, il y a un maximum de profs du secondaire, etc. Donc il y a bien des catégories sociales qui à ce moment-là sont surreprésentées. Hein, ou à droite, on sait les professions médicales, professions juridiques, hein, qui sont souvent des clientèles politiques. Qui eux sont surreprésentés dans les partis de droite. Une bonne question. Si la classe moyenne, ça représente les 3/4 de la société actuelle. Mais c'est pas le cas en plus, hein, parce que la dernière fois on l'a dit, si tu comptes bien, même encore aujourd'hui, bon après il y a vachement de biais statistiques, hein, mais à erreur constante et grosso modo, même encore aujourd'hui, on avait dit la toute première fois, les statistiques même officielles montrent qu'il y a environ 50% des actifs qui sont encore employés ouvriers, quoi. Qu'est-ce qu'on entend par classe populaire du coup maintenant? Et donc ça peut constituer ces classes populaires. Mais je ne sais plus si vous étiez là au même moment ou pas, mais on avait parlé de ça, on avait dit attention, les employés, parce qu'après il y a des catégories socio-professionnelles, hein, ce sont celles qu'on trouve dans les statistiques ou dans les sondages, hein, quand ils les font, ils se basent là-dessus. Donc il y a 6 grandes catégories socio-professionnelles, et parmi ces 6 grandes catégories, il y a les employés. Les employés, on avait dit, c'est des salariés d'exécution dans des tâches de service où ils vont traiter de l'information en fait. Voilà. Et donc certains sont assimilables aux classes moyennes. On avait dit par exemple les employés administratifs, mais d'autres, comme les employés de service, sont assimilables vraiment aux classes populaires. Donc voilà, c'est pas homogène, donc c'est vachement compliqué. De toute façon, il y a un truc aussi qu'on peut retenir, c'est que les classes sociales, il n'y a
la question de l'effectif des classes sociales, c'est pas une vraie question. L'effectif, on calcule les effectifs pour des catégories socio-professionnelles, pour des trucs beaucoup plus statistiques, quoi. Classe sociale, c'est aussi souvent une vision d'un auteur, bon, la vision marxiste, la vision d'autres sociologues, hein, qui, moi je distingue dans la société telle et telle catégorie. Là, c'est la vision d'un sociologue, d'un courant en particulier. Il y a plein de sociologues qui vont dire que cette vision-là, elle a ses faiblesses, quoi, clairement. Je sais pas, par exemple, dans un certain futur, si ou quand, je sais pas, si les robots remplacent plus ou moins la totalité des ouvriers et des employés, et qu'il reste que des métiers intellectuels, ou, enfin, etc., ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la classe moyenne, qu'est-ce qu'on va considérer que tout le monde est dans la classe moyenne, mais dans ce cas, moyenne par rapport à quoi? On peut pas être moyenne sachant qu'il n'y a rien en dessous. Je pense qu'il y aura toujours une classe inférieure. On intégrera les robots dans la lutte des classes. Et on fera la révolution avec les robots. Voilà. Parce que les métiers de service, l'aide à la personne, tout ça, ça ne prend pas de remplacer par les robots. Aussi, pourquoi des robots humanoïdes, t'as pas vu iRobot? Déjà. Il y a des robots au Japon qui s'occupent des personnes âgées déjà. On n'a pas dit qu'ils s'en occupaient bien. Ouais, d'accord. Voilà. Mais le côté humain, voilà, le côté humain social et tout. Voilà, le côté humain disparaît. Non mais ça marche pour les côtés techniques, c'est pour aider la personne à soulever, ce genre de conneries, mais après oui c'est sûr que le côté affectif et tout ça, c'est... Peut-être dans 30 ans... en tout cas ils essayent de remplacer ça aussi. Des robots, il y en a déjà énormément, automobiles et tout ça, toutes les peintures, c'est robotisé, Les robots tombent en panne et ils ressortent. Bon voilà, en tout cas moi pour ce que je voulais présenter ce soir, je pense que c'est suffisant parce que sinon après ça devient un peu indigeste. Et toi tu es plus pour ça? Ah bah non, pas du tout. Ah, moi je pense que ouais. Non, ça je pense que ça c'est le truc consensuel qu'on essaye de vendre et qui est en partie vrai, mais non mais en plus de toute façon ça avait du sens on va dire avant les années 80. Or voilà, il y a plein de choses qui ont changé, et donc moi je trouve que ce truc là de toute façon d'abord il a plus le leadership culturel, il est plus vraiment là, les possibilités de mobilité ne sont pas si évidentes que ça, il y a plein de déclassements, donc ne serait-ce que pour ça. Mais après c'est indéniable qu'il y a des classes moyennes et qu'il n'y en avait pas autant au 19e siècle, ça c'est, faut pas raconter des conneries, quoi. Et c'est sans doute un des... Moi je pense que ces questions-là sont sociologiques, mais moi je trouve qu'elles sont surtout super politiques et importantes pour nous, quoi. Quand on dit... voilà, est-ce qu'on va retourner à des formes de lutte de classe? Est-ce que ce qu'on a vécu ce printemps, est-ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui s'assimile à ça ou pas du tout? Un peu, beaucoup à partir selon les réponses qu'on apporte à ces questions, on n'agit pas de la même façon, hein. On n'agit plus de la même façon. Je vais aller dans la théorie pure, mais est-ce que ça serait possible, vu que la classe moyenne est apparue et qu'elle s'est développée depuis le XXe siècle, le 19e, qu'on rentre dans une lutte des classes, mais avec 3 participants? Ah bah oui, bien sûr. Ça c'est sûr, de toute façon c'est une des lectures et un des enjeux. Les ouvriers contre les capitalistes, on aurait les ouvriers contre la classe moyenne et les capitalistes, la classe moyenne contre les ouvriers et les... Moi je réponds juste un truc après. Moi juste, on en avait parlé je crois aussi dans les fois précédentes, mais il me semblait qu'un des enjeux de Nuit debout, c'était, et puis du mouvement, c'était la possibilité d'une jonction à nouveau entre les classes moyennes et les classes populaires, quoi. Avant, il y avait aussi les paysans. Hein. C'était pas les ouvriers contre les patrons. Hein. Il y avait les paysans qui étaient en grande majorité. Il y avait aussi... qui était souvent une classe à part. La petite bourgeoisie aussi, quoi. Enfin, tu vois, oui. D'ailleurs, Lénine il disait la révolution ne se fait que quand il y a alliance entre la petite bourgeoisie et les classes populaires. Mais justement, on a eu pas, j'ai pas insisté là-dessus à la première séance, mais quand on lit des ouvrages de Marx là, sur la lutte des classes en France, justement, qui est un bouquin vraiment historique, hein, bon, qui a ses intérêts.
Mais il y a certains passages où il distingue jusqu'à 8 classes. Et donc vraiment des classes, des sous-classes très précises, la bourgeoisie par exemple, je veux dire la bourgeoisie industrielle. C'est pas la bourgeoisie aristocrate ou foncière, etc. Et ils avaient déjà pas forcément les mêmes partis, les mêmes intérêts et l'aristocrate et une bourgeoisie voilà, financière, spéculative ou au contraire industrielle et ainsi de suite. Donc il y a plein de... Et là ça dépend, tu changes l'angle, hein, soit tu veux zoomer, soit tu veux prendre l'ensemble. Et après en même temps il était capable de dire que de toute façon il y avait bipolarisation, hein, il y aurait d'un côté le prolétariat et de l'autre les autres, enfin la bourgeoisie. Donc, il y a forcément tous ces sous-groupes avaient vocation à s'agréger autour du conflit central. Quoi. Ce qui là est peut-être plus le cas, ça c'est sûr. Enfin, aujourd'hui, différemment en tout cas. Ça veut dire que demain, par exemple, au lieu que ce soit un instituteur ou un professeur qui fait la classe d'enfants, ce sera un robot qui le fera à la place. Ah ça je sais pas, écoute, je sais pas. Pas entendu, c'était quoi ta question? On n'a pas entendu. Si c'était des robots qui allaient faire la classe, la place des instituteurs ou des professeurs. Non mais... Bah, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des supports en ligne maintenant qui sont accessibles massivement. Hein. Ça s'appelle justement des cours massivement en ligne. Non, parce que c'est juste instruire un savoir, on n'a pas besoin de prof. Voilà. Maintenant, le robot, Moi je m'en fous. comme maintenant le robot, il peut aider les personnes. Si le robot me paye, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il va sortir le pognon de nous. S'il me donne à bouffer. Puis maintenant, il y a des gens qui font aussi des vidéos. Du coup, c'est plus un professeur qui fait à 30 élèves, c'est un professeur qui peut faire à des milliers de personnes. Et qui reste dans le temps en plus. Il n'a pas besoin de refaire la vidéo, c'est déjà fait. Ah non, mais ça c'est clair. Et puis il y a les cours massivement en ligne, là, les MOOC. Oui, ça c'est des... Ça c'est carrément des programmes intégrés dans les universités, ils préparent les supports et après c'est des supports que l'étudiant est censé suivre tout seul. Oui, mais ça va évoluer ça, les supports. Oui, et puis bon, je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait... À un moment, ils ont besoin de... Enfin, je pense que le contact avec quelqu'un de plus chevronné sera toujours différent que le simple logiciel ou machin, quoi. Non, mais il y aura des moments au moins où ils auront besoin de ça pour... ne serait-ce que pour saisir saisir la discipline, quoi. Je pense pas que tu puisses saisir ça dans une conférence. Tu as besoin de voir le mec en face pour y en a qui arrivent tout comprendre seul, mais c'est pas ce que c'est que, je sais pas quoi, faire de l'histoire, de la philo, j'en sais rien. Moi j'ai souvenir d'avoir vu Pierre Bourdieu au Collège de France, à l'époque quand j'avais la chance, quand j'avais la chance d'être à la fac de l'autre côté à la Sorbonne, où il y avait Boudon, donc je fuyais, j'allais voir Bourdieu. Voilà, donc c'est vrai que ça... Après tu le vois au cinéma, tu le vois dans des films, machin, mais quand même... tu vois ce que c'est, quoi. Il y a une ambiance, il y a... Bon, mais voilà. Et tu feras un truc sur Bourdieu la prochaine fois? Je voulais faire un truc sur l'habitus de Bourdieu pour voir un peu, les éléments sur la conscience de classe chez des auteurs comme Bourdieu. Mais après, je voulais pas non plus faire un truc trop... En même temps, je trouve que l'habitus, c'est vrai que c'est utile. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire directement dans la nécessité où on serait, par exemple, de rédiger un tract, là, vite fait... Là, on a toujours pas de... à ma connaissance, on n'a toujours pas de nouveaux tracts. Non, je l'ai occupé. C'est les vacances la semaine dernière. Ouais, mais je sais bien. Mais... Non, mais enfin voilà. Donc je pensais à Habitus. Et sinon, j'avais un truc que je trouve assez sympa, c'est sur bon, ça reste sur les classes. Hein, et puis bon, en plus des classes, on n'a pas non plus besoin de faire forcément. Si je peux faire un truc sur les. Après, c'est des trucs plus précis, quoi. La classe de loisirs là de Veblen, c'est vrai que c'est sympa, surtout. Par rapport à la Côte d'Azur, parce que c'est le sociologue qui a travaillé sur les consommations ostentatoires, etc. Les consommations ostentatoires, les gens qui flambent, quoi, à quoi ça sert dans une société, quoi. Bon, après... Non, par contre, je trouvais assez sympa, moi j'ai plutôt envie de faire un truc sur les obstacles à la mobilisation, quoi. Comment la sociologie des conflits explique un peu quelques schémas théoriques, pourquoi il n'y a pas de mobilisation, quoi. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui freine la mobilisation des citoyens Et comme ça permettrait après de revenir aux classes, je pense, pour vraiment circulaire.
C'est pas la peine de tout le temps creuser dans les classes. Là, je pense que on a déjà donné 3-4 grandes lignes. Tandis que la sociologie des obstacles à la mobilisation, à mon avis, on peut avoir des réflexions vraiment concrètes à partir de là en disant bon, mais ok, maintenant qu'on sait ça, nous, comment on peut l'intégrer pour faire quelque chose, quoi. Ouais, sur la notion de lutte des classes, à mon avis, il y a deux manières de la voir. Il y a une manière qui est, on va dire assez traditionnelle, et aussi bien par les partisans que par les adversaires de la lutte des classes, c'est de la présenter comme une sorte de guerre des classes. Et puis il y a une autre, donc le côté actif, volontariste de la lutte des classes. Et puis il y a un côté un peu plus, on va dire, darwinien de la présenter, c'est-à-dire une sorte de sélection naturelle entre les classes, des rapports indépendamment de la volonté des acteurs au sein des classes. C'est un peu une lutte intrinsèque, indépendamment de la volonté des acteurs et des actions qu'ils peuvent mener. Et dépendante de quoi, alors du marché. Des rapports de force par rapport au processus de production et de partage des richesses. Et puis du marché aussi, chez les libéraux, donc au contraire, ils vont dire, voilà, ça s'appelle l'ordolibéralisme en Allemagne, je crois, et en Autriche surtout. Et en fait, voilà, le marché, il est présenté comme un modèle qui permet de sélectionner les meilleurs comportements économiques possibles, quoi. Et donc finalement, ceux qui émergent sont ceux qui sont les plus innovants, les plus adaptés à ça. Et donc c'est un très bon modèle parce que du coup les autres vont les imiter. Donc c'est vachement vertueux et tout ça se fait, et c'est l'ordolibéralisme. Il y a un ordre comme ça immanent qui se crée à partir du marché. Un truc génial, enfin la main invisible. Hein, quoi. Mais le fait que les rapports de classe soient déterminés, quoi qu'il en soit, par les rapports de production, c'est marxiste comme vision. Oui, ça oui. De toute façon, le principe même de lutte des classes, c'est marxiste. Il y a tout qui vient. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les personnes qui composent les classes qui vont lutter ou pas lutter, ou être démotivées ou pas motivées. C'est simplement le rapport qu'ils ont dans la production qui va faire que leur classe va s'activer ou pas. C'est ça qui aurait évolué, justement. C'est ce rapport-là qui aurait évolué. Oui, entre autres. Parce que par exemple, quand les entreprises ont externalisé, ou quand les entreprises ont détruit les stocks, et maintenant les stocks ils se promènent sur les camions, sur les autoroutes, voilà, il n'y a plus de stock, hein, il y a zéro stock. Le système à flux tendu qui vient du Japon. Dans les stocks avant Bien sûr. Oui. Il y avait des stocks tampons, comme ils disaient. Hein, c'est con. Bah oui, c'est con, et ils ont surtout compris que c'était très onéreux. Et d'essaimer comme ça en réseau, ça permet de faire des petites structures aussi. Et surtout, voilà, tu crées de nouveaux rapports de production, tu crées une nouvelle catégorie, les mecs qui conduisent des camions partout en Europe ou dans le monde, tu casses certains collectifs, tu casses certains métiers. Donc ouais, mais ça... Pour revenir à cette idée un peu de sélection naturelle entre les classes, en quelque sorte, l'approche darwinienne, il y a certaines théories qui, par exemple, au moment de la Révolution française, en réalité, où il y a eu une victoire de la bourgeoisie sur la noblesse, qu'en réalité, la bourgeoisie, elle avait déjà gagné sur la noblesse au point de vue de la société civile. C'était, on va dire, des reliquats au point de vue de du leadership politique et des prééminences, mais qu'en réalité, sur le plan de la société civile, des structures socio-économiques, la bourgeoisie, elle avait déjà gagné sur la noblesse avant même la Révolution française. Ça avait été juste un effet de bascule final. La Révolution, ça avait juste un effet de bascule final pour faire basculer complètement le pouvoir politique du côté de ce qui était déjà la réalité du pouvoir sur le plan socio-économique, avec une prééminence de la bourgeoisie. Et justement, pour m'appuyer sur ce que tu dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi un peu la même situation, mais où ce serait pas la bourgeoisie qui aurait gagné sur la noblesse, mais plutôt le prolétariat qui aurait en partie gagné sur la bourgeoisie, qui aurait déjà, alors je reviens sur mon idée que j'avais dit, où je m'appuie un peu sur Friot, qui dit qu'une partie des gens ont déjà un salaire à vie, par exemple les retraités, mais d'autres aussi, les chômeurs, etc. Et qu'il y a déjà ces acquis qu'on va pas forcément
perdre, là on est en train de petit à petit de régresser, mais pourtant il y a quand même 30% du PIB qui a quand même socialisé. On va pas forcément tout perdre avant qu'il y ait la prochaine vague, et la prochaine vague pourrait socialiser beaucoup plus, et il suffira juste d'un déclic pour dire bon bah on socialise plus. Et alors que le travail est déjà fait depuis un siècle, enfin, il a déjà été commencé. Du coup, d'une certaine manière, la révolution elle serait en cours, c'est-à-dire comme là avec la bourgeoisie sur plusieurs siècles, elle serait en cours et elle aurait déjà commencé. Et d'une certaine manière, peut-être qu'à la prochaine vague, on aura une classe moyenne encore plus, peut-être, on aura que, alors je sais pas, peut-être moins de personnes qui seront en bas, et une classe moyenne encore plus qui ressemblera à la toupie, mais où ce sera la révolution qui est en train d'avancer. Il suffira ensuite, à la fin, simplement d'abolir complètement le système de domination, c'est-à-dire le marché du travail, qui au final ne tiendra plus qu'un fil. Voilà, mais ça serait cohérent avec le, le retour des classes aussi. C'est juste un épisode court de réaction de la part des dominants qui sont en train de faire la bataille. Voilà, là ils l'ont légèrement regagné pendant quelques dizaines d'années, et dans les quelques dizaines d'années qui arrivent, ils vont de manière très importante la perdre à nouveau. Optimiste, hein? Bah ouais, mais en même temps, t'as vu ce qui s'est passé au XXe siècle, qui aurait cru socialiser 30% du PIB, c'est complètement délirant. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avant? Ils se sont tapés la crise de 29 qui est quand même 10 fois pire que celle qu'on a eu en 2008, hein, parce que 2008 c'était des pipitches à côté, et on a eu la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, voilà, je veux dire. Je dis pas qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, hein, j'ai pas dit ça. Il y aura sans doute une Troisième Guerre mondiale. Ah, c'était juste le petit dommage collatéral. Non, mais moi je pense aussi qu'est-ce que ça peut nous apporter, encore une fois, par rapport à ce que nous on essaye de faire. Mais aussi d'une certaine manière, ce que je dis là, le fait d'avoir conscience, si jamais on accepte cette idée que la révolution est déjà en cours, a déjà commencé, etc., ça donne quand même de l'espoir. On se dit tout n'est pas perdu, la révolution a déjà commencé, c'est bon, on est dans la bonne voie, on peut se coaliser, de toute façon on va gagner. Ça donne de l'espoir. De toute façon, on ne se rend jamais bien compte de ce qu'on vit ou qu'on vit, hein, c'est après coup. Non, mais je pense que ça peut être intéressant de réfléchir sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui la conscience de classe, des différentes classes qu'on essaye de mobiliser pour comprendre un peu qu'est-ce qui fait parfois obstacle ou qu'est-ce qui empêche. Parce que par exemple dans la fameuse convergence des luttes, voilà, c'est un slogan, c'est un idéal, etc. Mais après, tu vois que c'est vachement compliqué à mettre en place et que derrière il y a des logiques justement de classe, quoi. Pour mettre un petit peu un bémol à cette hypothèse, on va dire, il y a un penseur marxiste italien qui s'appelle Antonio Gramsci, qui lui il a fait émerger, disons, le concept de révolution passive permanente du capitalisme. C'est-à-dire, il y a le concept de révolution active, où là, bon, il y a un côté volontariste, on va dire, actif, dans le côté coup d'État, le côté coup de force. Et le concept de révolution passive, c'est au contraire de pacifier les conflits par des aménagements, des accommodements et des évolutions. C'est-à-dire par exemple des mesures sociales, des mesures, la consommation de masse, le crédit à la consommation, tout un ensemble de techniques qui permettent d'éviter qu'il y ait un clash trop frontal entre la bourgeoisie et le prolétariat. C'est-à-dire donner des possibilités des conditions de vie suffisamment acceptables au prolétariat pour qu'il ne passe pas une révolution active violente, qui rentre dans un processus un peu de compromis avec le capitalisme du fait de ces avancées sociales, de ce crédit à la consommation, de cette consommation de masse qui en quelque sorte évite, qui sombre un peu dans la misère, qui aboutissent une sorte de révolte. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais
Je suis tout à fait d'accord sur le côté consommation, généralisation de, voilà, de la consommation, machin, tout ça. Tout à fait d'accord, le crédit, machin. Mais quand même, socialiser le PIB, c'est pas un truc anodin. C'est-à-dire que le jour où on aura socialisé 100% du PIB, faut quand même se rendre compte qu'il n'y aura plus de capital. Donc à force de faire des compromissions à ce niveau-là, il va être sacrément perdant. Le jour où il n'y a plus de capital, on a vraiment gagné. On n'a pas gagné semblant, on a vraiment gagné. C'est quoi? C'est la planification? C'est comment on dirait ça? Pardon? Socialiser le PIB, ça à 100%, j'entends. à 100%, bah, justement, ça ressemble à quoi? Réseau Salariat de Bernard Fréot propose ça, justement. Tu donnes un salaire à vie à tout le monde, en fait. Pas forcément le même montant, forcément, mais tu donnes un salaire à vie indépendamment de l'activité concrète qu'ils ont. Voilà, et du coup, ils ont que ce salaire. Ils ne peuvent pas avoir un revenu supplémentaire ou quoi que ce soit. Et voilà, et tout est socialisé. Ça suffirait à socialiser le PIB à 100%. Oui, alors, non, mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a ça, il faut absolument un moyen d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut qu'une partie du PIB aille à des caisses d'investissement qui seraient gérées démocratiquement. Il faut des caisses, alors ce qu'il appelle des caisses de gratuité, c'est-à-dire les transports en commun, par exemple, il faut qu'ils puissent être financés et qu'ils soient gratuits, etc. Enfin, voilà, il faut financer les salaires, les trucs gratuits, c'est-à-dire sécurité sociale, maladie, les transports, les trucs comme ça. Et il y a une caisse d'investissement, absolument. Parce qu'il faut quand même que tu investisses. Si tu veux te passer des riches, des investisseurs pour investir, il faut que toi-même tu puisses investir. Et pour investir, il faut créer des caisses d'investissement. Et là, t'as tout. Tu peux socialiser 100% du PIB, t'as plus besoin de personnes riches qui te donnent de l'argent. Mais j'essaierai peut-être dans un atelier économie prochainement de faire une introduction à cette théorie du salaire à vie. Oui, en ce moment, il me semble, une paupérisation des classes moyennes, non? C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est une volonté des élites de nous Non, c'est pas une volonté, c'est juste le marché, Moi je pense que c'est une volonté quand même, parce que de toute façon, même la lecture de la mondialisation, moi, je la fais dans une vision très classiste, même si c'est des classes très réduites. Le fameux 1% où tout à l'heure Esther demandait, mais il y a qui là au sommet, les élites surtout cosmopolites, celles qui profitent à plein de la mondialisation, c'est-à-dire qui sont vraiment à fond branchés dans tous les circuits les plus puissants de la mondialisation, qu'ils soient financiers, culturels, médiatiques, etc. Donc moi je pense quand même que quand effectivement il y a une crise des classes moyennes, un déclassement des couches les plus fragiles, en tout cas, c'est une conséquence de la vague néolibérale des années 80 aussi. Ce système-là, il perd, cette mondialisation, cette troisième mondialisation en tout cas, elle est atypique, elle est voulue, quoi. Elle est pas arrivée. Donc moi je pense que oui, elle sert des intérêts. C'est pour ça d'ailleurs, même au début, quand on était à Nuit debout, là, je me souviens que j'étais un peu... j'ai oui, à certains moments, tu peux t'en prendre nominalement à des personnes, parce qu'il y a des personnes qui profitent du système pleinement. Je suis désolé, le mec qui a 1 million d'euros sur son compte, qui fait fructifier entre guillemets cet argent, ou le fait, comme on dit, travailler... c'est clair que... La caisse des services publics, le fait que tout devienne payant, ah ouais, bien sûr. tout ça. Après, apparemment... Déstabilisation de l'école. Je peux finir de parler parce que les mecs, ils parlent, et dès qu'une fille parle, non, la parole. Enfin, en Angleterre, je suis allée en Angleterre l'été dernier, tout est super cher, mais apparemment il y a du boulot quand même, non? Alors c'est hyper libéral, mais c'est moyen de gagner quand même de l'argent. Tandis que, mais il y a, je sais pas, vous connaissez la situation de l'Angleterre ou... Est-ce qu'il y a des grosses inégalités là-bas? Oui, c'est encore pire qu'en Voilà, donc c'est ça en gros vers quoi on irait, c'est vers ça. Un système si ils ont créé un emploi, c'est les emplois à 0 heure. En fait, ils sont embauchés par la personne et ils sont astreintes. Ils sont obligés de rester chez eux jusqu'à que le patron ait besoin d'eux et là il les appelle. Voilà. Là il les paye. Les manos avant. C'est un peu l'idéal de l'idéal de l'élite. Voilà, c'est le genre de truc qu'ils ont développé en Angleterre. D'avoir les... Moi je voudrais quand même répondre sur est-ce qu'ils le font exprès? Alors ils en profitent, oui, mais est-ce qu'ils le font entièrement exprès? C'est la loi de travail.
Et bien justement, que ce soit la loi travail, que ce soit tout le reste, faut pas oublier quand même qu'ils tirent sur la corde. Si à un moment donné, nous on va se recoaliser parce qu'on commence à être un peu pas au top et tout par rapport à avant, bah, d'une certaine manière c'est aussi un cadeau qu'ils nous font. Bah, c'est pas un cadeau sur le court terme, en tout cas, ils le font exprès, mais à mon avis, ils vont tirer sur la corde et ils vont tirer jusqu'au bout. Ils sauront pas s'arrêter, comme avant ils n'ont jamais su s'arrêter parce qu'ils le font pas exprès. C'est le marché qui agit, c'est pas les élites qui le font exprès. Ils en profitent bien sûr, mais c'est le marché. Parce que si c'était pas le marché, si c'était entre guillemets un complot simplement, ce que je veux dire par là c'est que si c'était fait exprès simplement, qu'ils savaient où s'arrêter, etc. Bah voilà, ils iraient pas loin, il suffirait de s'arrêter là où c'est bon. Mais non, en fait, à mon avis, ils iront jusqu'au bout. Ils tireront sur la corde jusqu'au bout, c'est pour ça qu'il y aura la révolution. En Grèce, quoi. Jusqu'à la Grèce. Non mais c'est le but, hein. Oui, comme la Grèce, c'est un mythe. Ouais, mais t'as raison, parce qu'en fait, même la loi comme lui, là, il la durcisse encore plus. Donc vraiment, Alors ils auraient pu ne pas sortir la loi travail, je veux dire. Ils ont rajouté, donc maintenant les moins de 18 ans qui peuvent travailler la nuit, ils ont rajouté ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'en ce moment ça se... Juste un truc que je voulais dire sur le plan juridique, c'est que par rapport à une socialisation, on va dire, de la majorité de l'économie, il y a quand même il y a un obstacle juridique qui est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Oui, non, mais attends. Ça se fait dessus. Non, on peut pas s'asseoir justement, on peut pas s'asseoir dessus, c'est comme avec les baïonnettes, on peut pas s'asseoir dessus, et qui pose la propriété privée comme un droit naturel, imprescriptible et sacré de l'homme, sachant que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, telle qu'elle est formulée, elle aurait été rendue en présence et sous les auspices de l'être suprême, quoi, carrément. Quoi. Donc ça veut dire que c'est un droit sacré, on ne peut pas revenir dessus. Et il y a une décision, quand il y a eu la loi des nationalisations en 81-82, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel, et dans cette décision, ils ont dit que c'était impossible, sauf à amender la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est pas simple. De faire passer la majorité de l'économie du secteur privé au secteur public. Donc ce qui veut dire le fait que la majorité de l'économie soit dans le secteur privé, c'est un principe constitutionnel. C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire que le socialisme est anticonstitutionnel actuellement du fait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité en France. C'est possible d'amender la déclaration des droits de l'homme? Alors, sur un plan formel, c'est possible. Sur un plan pratique et politique, c'est absolument impossible. Non, mais ce que je me disais. Alors, affronter l'être suprême. Et puis c'est un tabou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la déclaration des droits de l'homme, quand même. Voilà, C'est le bébé, quoi. Le problème dans la déclaration des droits de l'homme, c'est que bon, il y a alors les droits imprescriptibles et sacrés, c'est la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il y a une interprétation qui dit que si jamais on portait atteinte à un quelconque des droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés, y compris le droit de propriété, ça pourrait légitimer l'enclenchement d'une résistance à l'oppression de gens qui s'opposeraient à la remise en cause du droit de propriété. Donc, ce qui veut dire, si jamais il y avait une loi qui ferait passer l'essentiel de l'économie du secteur privé au secteur public ou un secteur socialisé, avec une expropriation donc sans indemnisation complète des propriétaires, certains disent que ça pourrait légitimer le recours à la clause de résistance à l'oppression, c'est-à-dire de passage à la lutte armée pour s'opposer à légitimement. Il n'y a pas un article dans la Déclaration des droits de l'homme qui dit que l'État peut d'acquisitionner un bien si c'est pour le bien collectif? Oui, mais sous condition d'une juste et préalable indemnité. C'est marqué, hein? Bizarre, je l'ai zappé cette partie. C'est justement ça qu'a répété le Conseil constitutionnel. On ne peut pas exproprier sans indemniser en totalité de...
moi j'ai envie de dire, on le sait, hein, si on exproprie des gens, on le sait qu'ils vont se battre. À chaque fois que c'est arrivé, c'est ce qui est arrivé, qu'il y ait la déclaration ou pas. Hein. Même s'ils n'avaient pas le droit, ils le feraient quand même. C'est pas ça qui va nous arrêter. Mais on peut faire ça doucement. On peut faire ça petit à petit, comme on l'a fait par le passé au XXe siècle, en augmentant le taux de cotisation, en rognant par-ci par-là, avec des petites lois qui taxent un peu plus, voilà, cotisation, taxes, diverses choses comme ça, taxes foncières qu'on augmente encore plus progressivement, les impôts encore plus progressifs, etc. etc. Et là, si c'est vraiment progressif, ils pourront pas dire « Ah, mais on est exproprié ». Bah non, c'est la juste contribution qui est de plus progressif qu'avant. Voilà. Le problème, c'est que les lois, elles peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, et donc si on invoque la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les lois peuvent être annulées aussi. C'est vrai. C'est ce problème. Bon. On reste là. Bon, les obstacles à la mobilisation la semaine prochaine, si vous voulez. Puis...